Les Restos du Cœur ont rouvert leurs portes. Au moins 60 millions de repas prévus. Les restos sont désormais aussi bien implantés dans les grandes villes qu'en campagne. Inquiétude, le sang d'un Anglais mort de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a contaminé près de 300 citoyens irlandais et peut-être d'autres en Europe. Désarmement des polices municipales à Aix-en-Provence, à Strasbourg, des maires socialistes sont contre les propositions du ministre de l'Intérieur. Il faut dépénaliser l'usage des drogues douces. C'est la conclusion d'une réunion de spécialistes français. Dans les pays qui l'ont décidé, comme l'Espagne, l'expérience n'est pas vraiment concluante. Enquête dans ce journal. La Russie n'a pas les moyens de procéder à son désarmement nucléaire. Elle fait notamment appel à la France. Et on découvre à cette occasion des cités secrètes qui ne figuraient sur aucune carte. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a 13 ans déjà, Coluche, dont personne n'ignorait le grand cœur, décidait pour un hiver seulement à l'époque de porter secours à tous ceux qui avaient faim et froid, comme le disait la chanson enregistrée par ses copains, les Enfoirés. Coluche disparu et malheureusement, pourrait-on dire, les Restos du Cœur sont toujours d'actualité. Leur succès est même grandissant. On peut le regretter car cela signifie que la crise économique perdure. Aujourd'hui, c'est donc ouvert la 13e campagne des Restaurants du Cœur qui ne touche plus simplement les très grandes villes, mais aussi les petites agglomérations et les zones rurales. Reportage Jacques Cardoz, Vincent Dezombre. Salon de Provence, Aix, Marseille, Istres-Martigues, la liste est longue. Une quarantaine de communes à livrer pour ce seul centre de distribution d'Aubagne. Directeur informatique en retraite, Jacques est aujourd'hui l'un des 600 bénévoles des Bouches-du-Rhône. À lui de répartir les produits et de faire face à la demande. Nous distribuons aussi des petites communes en plus grand nombre que l'année dernière. Les premiers repas n'ont pas encore été servis que déjà les stocks manquent. Car d'année en année, les petits villages viennent s'ajouter à la liste des centres de distribution. Aujourd'hui, les Restaurants du Cœur d'Aubagne entament leur tournée d'hiver par la petite commune d'Oriol, 6000 habitants. Et ici aussi, la liste s'allonge. 50 demandeurs il y a 2 ans, une centaine d'inscrits cette année. Avant, on était situé dans un local qui était entre 2 banques, sur la place publique, etc. Les gens venaient en petit nombre. Hein. Je crois que à partir du moment où le local a été plus discret, les gens sont arrivés plus facilement. L'implantation du local a son importance, la honte d'être vu dans le besoin. Dans un milieu urbain, il y a l'anonymat, mais dans un village, c'est vrai, si le centre se trouve à un endroit, eh bien tout le monde va les voir rentrer, même les gens qui distribuent finalement. Vous en connaissez, vous, personnellement, des gens qui sont dans le besoin? Oui, et qui n'osent pas y aller. J'en ai connu. Ici comme ailleurs, la solidarité bat son plein. Les paniers repas sont financés à 30% par les dons, pendant que le nombre d'inscrits au Restaurant du Cœur ne cesse d'augmenter de 35% dans les Alpes de Haute-Provence. Les Restos du Cœur sont une véritable institution désormais. Un budget de 189 millions de francs grâce à vos dons bien entendu et à une aide en nature de la communauté européenne. 377 000 donateurs l'année dernière, plus de 60 millions de repas servis, aux alentours de 500 000 par jour, 30 000 bénévoles, 1800 centres de distribution dans toute la France. Et aujourd'hui, les Restos du Cœur, ce ne sont plus simplement des repas, mais aussi une aide psychologique et même un service de réinsertion pour les chômeurs. Reportage Philippe Boisserie, Philippe Jasselin. Pour vivre heureux, vivons cachés. Si Jacques a repris cet adage, c'est que comme tous les exclus, sa dignité est sa seule richesse. La porte des Restos du Cœur, il l'a souvent poussée, parce que la faim le tenaillait. L'indispensable, loin de satisfaire le nécessaire. La vie, c'est pas seulement manger ou dormir. Bon, dormir, je peux dormir dehors, je suis équipé, ça pourquoi pas. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, ça ne me gênait pas du tout. Il faut maintenant créer pour partir. Et c'est vrai que la demande là, c'est plus seulement manger, parce que sinon, si la vie, ça serait simple. Hein. Les Restos du Cœur ont donc fait des petits, les relais du cœur. Depuis 2 mois, Annick est à l'écoute des problèmes de Jacques. Et bien que c'est accueillant, on rentre facilement. À quelle heure vous avez commencé? 7h30. 7h30. Et on rentre facilement dans l'ambiance. Oui. Ce matin, Jacques a commencé un contrat emploi solidarité, un parcours exemplaire. Pour beaucoup d'autres, les premiers objectifs sont plus modestes. Retrouver un toit, des papiers d'identité, réapprendre à se lever, à se laver. On ne se substitue jamais aux services sociaux. Et le mot relais, à mon avis, est excellent. On est un passage entre les gens
les plus démunis qui sont dans la rue et les services sociaux. C'est des fois un peu difficile quand on a été longtemps dehors d'aller au bureau d'aide sociale, il y a la queue, il faut faire vite, il faut remplir des papiers, ça fait peur, c'est compliqué. Ici, on oriente, on aide. Dès qu'on est au chômage, c'est la vie qui s'arrête quand on veut une maladie contagieuse. Et c'est peut-être là que le Restaurant du Cœur, peut-être avec les capacités d'écoute, peut faire justement arriver, parce que là, c'est un travail de réflexion. Ce soir, Jacques ne dormira pas dans la rue, mais dans un hôtel. Sur son sac à dos, un message publicitaire, Just Do It, fais-le. Un message qu'il s'est approprié pour se réinsérer dans cette société dite de consommation. L'inquiétude grandit après l'annonce en Irlande de la mise sur le marché dans plusieurs pays, apparemment pas en France, d'un produit sanguin britannique déjà transfusé à 268 citoyens irlandais et susceptible d'être contaminé par la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Peut-être en relation avec la maladie de la vache folle, dans la mesure où le donneur de sang en question, un Anglais, décédé en 93, serait mort des suites de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la forme humaine donc de la maladie de la vache folle. Londres, Isabelle Staes. Le risque est minime, mais des centaines de personnes seraient concernées, et pas seulement en Irlande. À l'origine, probablement en 1990, un prélèvement de sang pour fabriquer un produit injectable utilisé par les radiologues dans la détection des maladies du poumon. Le donneur, un Britannique décédé depuis de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dans les hôpitaux irlandais, 268 personnes ont reçu ce produit avant qu'il ne soit retiré le 26 novembre dernier par le fabricant. Nous avons retiré ce produit par mesure de précaution, car c'est la règle. Mais en aucun cas parce que quelqu'un a été contaminé par la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Au total, ce sont plus de 10 000 unités qui auraient été vendues par le laboratoire dans 52 pays différents. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce produit est contaminé. Tout comme il n'y a aucune preuve scientifique d'une possible transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par transfusion sanguine. Je peux vous assurer que le risque de développer cette maladie par transfusion sanguine est tellement infime que je ne pourrais même pas le calculer. Une affaire qui sème toutefois l'inquiétude au moment où la Grande-Bretagne durcit encore sa législation. Ainsi, à Londres, éleveurs et bouchers manifestaient aujourd'hui contre l'interdiction de la viande à l'os dès ce soir minuit. Face aux incertitudes des scientifiques, la Grande-Bretagne affiche donc maintenant sa fermeté. Prochaine étape, à compter du 1er janvier, l'interdiction d'importer du bœuf européen qui ne respecte pas les critères sanitaires britanniques. Il faut savoir qu'en France, depuis le 1er décembre dernier, toute personne ayant été transfusée ne peut plus donner son sang. Cette maladie de la vache folle entraîne une véritable psychose. Bruxelles a recommandé l'interdiction de la viande à l'os. Le gouvernement belge annonce aujourd'hui qu'un produit sanguin susceptible d'être contaminé par la maladie de Creutzfeldt-Jakob a été mis en vente dans le pays. Toutes ces informations sont donc l'occasion, je pense, de faire un point sur la connaissance exacte de cette maladie de la vache folle. Françoise Vallet. Le responsable, on a aujourd'hui son portrait robot. Ce n'est pas un microbe ni un virus, mais une protéine appelée prion. On sait qu'elle joue un rôle important dans la maladie de la vache folle, mais elle n'est pas seule. Il y a autre chose, quoi? On ne sait pas encore. Les premiers cas de vache folle ont été identifiés en Angleterre dans les années 80. Très vite, les Anglais soupçonnent les farines de viande parce qu'ils avaient changé leur processus de fabrication. En 86, l'Angleterre interdit les farines, mais elle continue de les exporter dans le reste de l'Europe. Aujourd'hui, avec 170 000 cas, le Royaume-Uni est le plus touché. Mais tous les pays d'Europe sont concernés, même si certains ont beaucoup de mal à déclarer leur cas de vache folle. Le premier cas que vous identifiez dans votre cheptel autochtone vous met en position de moindre compétitivité sur le marché mondial par rapport à ceux qui ne l'ont pas encore fait. D'où le différentiel, par exemple, entre la France, qui a identifié son premier cas en février 91, et la Hollande, qui l'a identifié en janvier 97. Donc certains pays en ont quand même profité. On peut dire ça comme ça, effectivement. Pendant que l'Angleterre incinère ses bêtes contaminées, la France prend des mesures. En 90, interdiction des farines de viande anglaises et destruction des stocks. Mais un trafic clandestin continue pendant 2 ans. Mars 96, c'est la panique. Le ministre de la Santé britannique annonce des similitudes entre la vache folle et la nouvelle forme de Creutzfeldt-Jakob. Dès lors, la France puis l'Europe imposent un embargo total sur les produits bovins venant de Grande-Bretagne, embargo toujours en vigueur. Des viandes fraîches, donc on ne reçoit plus de viande fraîche, des produits à base de viande, les gélatines,
les Suisses qui viendraient du Royaume-Uni, tout ça est interdit. Aujourd'hui, dans tous les pays touchés, certains abats ne sont plus commercialisés. L'Angleterre va même jusqu'à interdire les morceaux de viande à os, côte de bœuf et T-bones. L'Europe s'apprête à prendre des mesures allant dans le même sens, suivant la situation de chaque pays. D'après les experts, la maladie animale devrait s'éteindre en 2001. La vache folle est donc derrière nous. Mais il reste une inconnue, la maladie chez l'homme. À ce jour, il y a eu 24 cas de nouvelles formes de Creutzfeldt-Jakob en Grande-Bretagne, un cas en France, mais la période d'incubation peut durer 40 ans. Le problème est que, vu les délais liés à la période d'incubation, il peut y avoir en fait des cas maintenant de nouveaux variants de maladie de Creutzfeldt-Jakob qui apparaissent. Est-ce qu'on s'attend à de nombreux cas? On est incapable de savoir combien de cas il peut y avoir. L'espoir, aujourd'hui, est de trouver un test pour détecter la maladie avant qu'elle ne se déclare. Le rêve serait de trouver un traitement. Les propositions du ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, de désarmer les polices municipales continuent de provoquer des réactions, et pas seulement dans l'opposition. Aujourd'hui, en effet, ce sont deux maires socialistes, Aix-en-Provence et Strasbourg, qui entendent bien conserver des policiers municipaux armés. Reportage à Strasbourg, Christine Boss, Sylvain Gauthier. Réunis au grand complet, les 107 policiers municipaux de Strasbourg se sont prononcés aujourd'hui en faveur d'une grève illimitée à partir du 18 décembre pour dénoncer l'avant-projet de loi Chevènement. Notre carrière est menacée, surtout de la façon dont nous travaillons à Strasbourg. Travailler de 7h à 20h, alors qu'à Strasbourg nous travaillons en 24 heures sur 24. Nous interdire la sécurité publique, alors qu'à Strasbourg nous avons des postes de police dans les quartiers difficiles, c'est incompréhensible. Jacques, 18 ans de métier, et Frédéric, 2 ans, se voient mal confinés dans des tâches de verbalisation. Véritable police de proximité, ils sont là pour assurer les uns, dissuader les autres. En patrouillant de nuit dans les quartiers sensibles, pas question d'être désarmés. Si nous n'étions plus armés, les problèmes seraient encore plus importants. Les jeunes à qui nous avons affaire voient quand même que nous portons une arme et nous représentons l'autorité. Donc quelque part, ça les fait quand même réfléchir. Créée il y a une vingtaine d'années dans la lignée des gardes champêtres, armés ici depuis 2 siècles, la police municipale de Strasbourg travaille main dans la main avec la police nationale sous la tutelle du procureur de la République. Aujourd'hui, elle a le soutien inconditionnel de son maire. Je suis favorable à un statut de ces polices au niveau national. Et à l'intérieur de ce statut, qu'il puisse y avoir des fonctionnements différents, des missions différentes en fonction des situations locales. En attendant, les Strasbourgeois sont conviés à soutenir l'action de la police municipale par leur pause. Jean-Pierre Chevènement a également quelques soucis à l'Assemblée nationale dans le débat sur l'immigration. L'opposition a pu empêcher le vote de plusieurs articles de la loi en raison de l'absence des députés socialistes, la bouderie des écologistes et l'attitude réservée des communistes. Jean-Baptiste Prédali, Frédéric Pasquette. C'est le livre le plus lu de l'Assemblée, son règlement. Brandi dans l'hémicycle, il permet à l'opposition de mener sa bataille de procédure. 8 jours entiers, des amendements par milliers, en séance autant de protestations. Bref, l'adoption du texte sur l'immigration se trouve retardée. Mais le règlement, on l'utilise aussi à gauche, car Jean-Pierre Chevènement a des soucis avec sa majorité. Les communistes restent dubitatifs, les Verts boudent et ont déserté l'hémicycle. Les députés socialistes étaient plutôt absents pendant le week-end. Du coup, le vote de certains amendements est retardé. Les amabilités continuent. J'observe qu'il s'agit d'un amendement typique de l'obstruction systématique que fait l'opposition. Vous n'avez pas de troupes. Vous êtes un général sans troupes. Accusés d'absentéisme, les députés socialistes, eux, plaident leur bonne foi. La droite a décidé de mener une guérilla parlementaire en mobilisant plusieurs escouades de combat, une de jour, une de nuit. Nous avons du mal. Alors nous sommes là, mais tout ça est épuisant. Demain, l'hémicycle devrait être mieux garni, mais le vote solennel de la loi est déjà reporté. En attendant, les nuits promettent d'être longues à l'Assemblée. En bref, l'OCDE, l'organisme européen de conjoncture économique, annonce qu'elle révise à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année prochaine pour l'ensemble des 15 de la communauté. 2,5 au lieu de 3 prévus, notamment par le ministre français de l'économie et des finances. Raison principale, la crise financière en Asie.
Le nouveau président d'Air France propose l'ouverture du capital de la compagnie au public et aux salariés à hauteur d'au moins 20 à 25% du capital. Rappelons que l'ancien président, Christian Blanc, avait démissionné après le refus du gouvernement de privatiser l'entreprise. Le syndicat Force ouvrière entre peut-être dans une zone de turbulence après que 200 militants aient déchiré leurs cartes, conséquence des derniers conflits, mais aussi de la ligne politique suivie par son secrétaire général, Marc Blondel. Laurent Bailly, Bernard Appey. Thierry Pénaud ne se sépare jamais de sa sacoche, c'est en tout cas ce que prétendent ses collègues. À l'intérieur, sa carte de la SNCF, il est agent d'entretien des voies de chemin de fer depuis 1980. Mais sa carte de Force ouvrière, il l'a déchirée au bout de 17 ans d'adhésion. Parce que Marc Blondel a refusé la réforme de la SNCF, alors que les cheminots FO, eux, l'approuvaient. Parce que Blondel a dit non à la création d'emplois jeunes dans l'entreprise, quand eux étaient d'accord. Alors Thierry Pénaud, aujourd'hui, choisit une autre voie. Pour lui, FO, c'est fini. Dans l'organisation syndicale, tout était bridé, toute décision était sclérose, toute notion de réflexion n'existait plus. C'est pour ça, malheureusement, avec un déchirement, j'ai dû quitter Force ouvrière. En tout, ce sont 200 cheminots FO qui entrent en dissidence. Ils rejoignent une union des syndicats autonomes enchantés, mais qui se défend de tout opportunisme. On n'accueille pas n'importe qui, je crois que l'UNSA n'est pas une auberge espagnole. On s'inscrit dans un mouvement de dynamique, de reconstruction du syndicalisme français. Je crois qu'il en a bien besoin. Après la claque des prud'homales, le taux d'abstention, il nous semble qu'il faut aujourd'hui poser des questions sur l'état du syndicalisme et comment lui redonner force et vigueur. De son côté, Marc Blondel minimise, il parle de coup médiatique. Bien sûr que c'est un coup médiatique. Et puis comme en ce moment il est bon de faire des analyses sur le syndicat, tout le monde y va. Mais c'est un coup médiatique, bien entendu. Et vous savez, je suis assez grand pour faire le mien prochainement. 200 cheminots qui lâchent FO, c'est un petit événement. Rien n'indique pour l'instant que ces défections doivent être suivies par d'autres. Au procès du quadruple meurtre de Torigné-sur-Dué, Dany Le Prince, le meurtrier présumé de son frère et de sa famille, s'est retrouvé aujourd'hui devant sa seule véritable accusatrice, la seule rescapée du massacre, la petite Solène, 2 ans à l'époque des faits, qui avait réussi à se cacher. Elle a témoigné par le truchement de sa nourrice à laquelle elle avait tout raconté. Florence Bouquilla, Jean-Claude Elfassi. Cette femme est la nourrice de Solène. Au matin du drame, c'est elle qui récupère l'enfant et qui ensuite en a la garde. Est-ce que Solène va bien? Oui, Solène va très bien. Est-ce qu'elle est au courant du processus? Oui. Et comment elle le prend? Elle est petite encore. La nourrice porte aujourd'hui à la barre les mots de Solène. Quelques semaines après le massacre, l'enfant voit une photo de Dany Le Prince sur un journal. Solène a crié « Méchant Dany, il a fait comme ça à maman, Yéyé et Yaya, ses 2 sœurs, et elle m'a frappé à plusieurs reprises », raconte la nourrice. Pour le médecin qui a étudié le comportement de Solène, le doute n'est pas permis. C'est un langage spontané, et puis surtout il y a d'autres phénomènes, il y a les jeux et puis il y a surtout les dessins. Enfin, quand on voit dans les dessins ce qu'elle fait, je crois que c'est vraiment en prise directe avec l'image qu'elle a en elle. Plus tard, Solène révèle encore d'autres détails troublants. La même nuit, sa tante Martine a été très gentille parce qu'elle lui a donné un bain et parce qu'elle a dormi avec elle. À la veille du verdict, le rôle exact de Martine Le Prince, la femme de Dany, n'est donc toujours pas éclairci. Je crois qu'effectivement, il faut renoncer à vouloir connaître avec exactitude quel a été le rôle de chacun après la commission des faits. Pour autant, je crois qu'il y a suffisamment d'éléments dans le dossier maintenant pour que le déroulement des faits en eux-mêmes soit établi. Pour vous, il est sûr qu'il n'y a qu'un coupable? Pour moi, il est sûr qu'il n'y a qu'un coupable, comme le dit Solène. La parole de Solène, personne ne la met en doute. Et pour la première fois, à l'écoute du témoignage de sa nièce, Dany Le Prince semble très abattu. Dans le box des accusés, il s'essuie furtivement les yeux, accablé par le poids des mots d'une enfant qui a aujourd'hui 5 ans. À Bordeaux, fini les échappatoires. Maurice Papon est désormais, jour après jour, confronté avec les souvenirs des témoins de son action à la tête des services de la préfecture de la Gironde. Reportage Dominique Verdeillan, Dominique Merlin. Le visage grave, Georges Gelman avait 10 ans et demi en juillet 42. Un jour, dit-il, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un petit mot de ma mère. Mon chéri, je suis au commissariat, viens me rejoindre, vite. Georges a passé une nuit en prison avec sa mère. Le lendemain, elle a été déportée vers Drancy. Moi, dit-il, on m'a libéré, chassé. Je me suis retrouvé livré à moi-même. De la prison, je suis parti à reculons, dit-il, parce que je voulais voir ma mère le plus longtemps possible. Au même moment, son père était arrêté dans la rafle du Veldiv à Paris. Dans une lettre à sa tante, l'enfant écrira que sa mère est partie vers un camp de concentration en Allemagne pour travailler. À 11 ans, il en sait plus qu'un secrétaire général, note un avocat de la partie civile. Dans le box,
Maurice Papon se lève et rend hommage à la dignité du témoin. Je peux recevoir l'hommage de n'importe qui, mais pas de lui. Non, je lui dénie ce droit avec la plus grande force. D'abord, il y a la mémoire de ma mère, il y a la mémoire de mon père, il y a les 1690 autres, il y a les millions qui ont été déportés, et puis il y a toute la France d'aujourd'hui, il y a les enfants d'aujourd'hui qui doivent savoir ce qui s'est passé. La mère du témoin était hongroise, or les Allemands n'avaient pas exigé la déportation des Hongrois. Seulement sur le fichier de la préfecture, elle apparaît comme Polonais qui, eux, devaient être déportés. C'était pour gonfler les convois, lance maître Arnaud Klarsfeld. Maurice Papon, lui, préfère parler de concours de circonstances malheureux. Le terroriste Carlos continue de tenir la vedette à son procès à Paris, prenant la parole à ses avocats, dont il vient d'ailleurs de changer aujourd'hui, répétant par ailleurs que sa comparution est illégale. Il voudrait en fait obtenir le report de son procès. Agnès Varamian, Roger Mathurin. C'est ce qu'on appelle une défense de rupture. Dénonçant un procès politique, une machination, les avocats de Carlos quittent la salle d'audience, il est 13 h. Je considère que moi je ne veux pas cautionner, je ne veux pas me prostituer pour servir d'alibi à une justice qui n'est pas une bonne justice. Carlos rend alors hommage à ses avocats, courageux selon lui. Mais c'est pour se plaindre aussitôt devant la cour et avec mauvaise foi de ne plus disposer de défenseurs. C'est un lâche. Il ne veut pas affronter l'affaire Rutelier, il ne veut pas débattre le fond de l'affaire et il fait tout pour qu'on n'en parle pas. S'il suffisait aux terroristes de récuser leur avocat ou de les laisser partir pour paralyser le cours de la justice, ce serait trop facile. Donc sur le plan juridique, nous ne craignons absolument rien. Carlos, comme n'importe quel accusé, ne pouvait pas se défendre seul. Un nouvel avocat a donc été commis d'office ce soir. Il demandait qu'on lui donne une semaine pour lire le dossier, demande rejetée. Carlos a tout tenté pour que ce procès n'ait pas lieu. Il a embarrassé ses juges, il a voulu gagner du temps, mais la Cour, en refusant d'accorder un nouveau délai à la défense, a fait savoir qu'elle voulait au plus vite entrer dans le vif du sujet. En février dernier, 4 jeunes filles étaient retrouvées assassinées sur une plage près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Parties pour le carnaval, elles s'étaient retrouvées face aux 2 frères Jourdain, des marginaux habitant la région et qui, depuis cet après-midi, refont les gestes de cette terrible soirée. Reportage Anne Mourgue, Patrick Wurstorm. Nous sommes les avocats de la partie civile dans l'affaire Jourdain, oui. Et on voudrait assister à la reconstitution, comme c'est normalement notre droit. Pour l'instant, vous attendez là, on va attendre les instructions de Madame le juge. Pour cette reconstitution, des mesures de sécurité exceptionnelles, interdiction d'approcher à plusieurs kilomètres à la ronde, 400 CRS, GIPN, hélicoptères, la police redoute un acte de vengeance, même les familles des jeunes filles assassinées n'ont pas eu le droit de se rendre sur les lieux. Je veux savoir ce qu'on a fait à mes enfants. Vous pensiez qu'aujourd'hui vous auriez pu savoir? Peut-être. Vous vous rendez compte, c'est pire que pour un président de la République, hein, un déploiement de 500 personnes. De qui a-t-on peur? Je ne vais pas les tuer, hein, j'ai même pas une lime à ongles. C'est ici, près de la plage, au pied de ce blocos, qu'ont été violés, tués Audrey, Amélie, Peggy et Isabelle. C'était en février dernier, elles avaient 17 et 20 ans. En fin d'après-midi, les 2 meurtriers présumés sont arrivés sous haute surveillance. Depuis, ils refont devant la justice les mêmes gestes que cette nuit-là. Une reconstitution capitale pour déterminer les responsabilités de chacun. Depuis le début, Jean-Louis Jourdain reconnaît juste un viol et accuse son frère. La seule chose qu'il reconnaît, qu'il est reconnu et qu'il a toujours dite depuis le début, c'est d'avoir aidé son frère à creuser un trou dans le sable pour cacher les cadavres. Malgré des éléments matériels recueillis dans le fourgon ayant servi à transporter les jeunes filles, Jean-Michel Jourdain, lui, nie tout en bloc. La police compte sur cette reconstitution pour lui arracher des aveux, une reconstitution qui pourrait se prolonger tard dans la soirée. Épilogue tout à fait provisoire de l'affaire du cargo turc qui avait éperonné hier un chalutier français au large de la Bretagne sans lui porter secours. Le capitaine du navire, qui est arrivé dans le port de Gand en Belgique, est actuellement interrogé par la police. Arnaud Boutet, Jacques Deveau. Le cargo turc aura été jusqu'au bout de son voyage. Ni la collision avec le chalutier français, ni les ordres de se dérouter vers Brest n'ont modifié sa route. Le capitaine de 72 ans voulait à tout prix gagner le port de Gand, un impératif commercial. Dès son arrivée, les autorités maritimes montent à bord. Sur demande de la France, une enquête devrait être ouverte pour non-assistance à personne en danger. Vous n'étiez pas informé que le navire français avait coulé? Le chalutier français avait coulé? Non.
parce qu'à son avis, le chalutier a encore flotté pendant 3 quarts d'heure. Mais 4 heures après le choc, le chalutier a coulé par 90 mètres de fond. Un autre navire de pêche mouillé dans la zone, il a pu porter secours aux 3 hommes d'équipage, tous sains et saufs. Michael Quignou a perdu son bateau et failli perdre la vie, alors il s'en prend au chauffard de la mer. Ils savent qu'il y a eu collision et puis ils continuent leur route, c'est ça qui est très grave, quoi, parce que... S'il y a moyen de déposer plainte, je déposerai plainte, ouais, pour une perte de... Comme il n'y a plus d'exploitation, il n'y a plus d'entreprise, pour une perte de salaire, quoi. Ce qui est normal. On ne peut pas se retrouver comme ça du jour au lendemain sans rien, à cause des autres. Le cargo turc a déjà fait l'objet de 2 arrestations cette année. Des outils de navigation et des radeaux de sauvetage non conformes. Cette fois, la justice pourrait tout simplement interdire au capitaine de reprendre la barre. Et on vient d'apprendre qu'une information judiciaire, effectivement, avait été lancée. Le débat sur la dépénalisation des drogues douces rebondit en France après la réunion samedi et dimanche dernier de spécialistes, médecins, éducateurs, magistrats qui, dans leur majorité, se prononceraient pour une légalisation. Le ministre de l'Intérieur, lui, est contre, il l'a répété. Il faut dire que dans les pays qui se sont montrés plus laxistes que la France en matière de drogue douce, les résultats ne sont pas très convaincants. Depuis 1983 en Espagne, la consommation de drogue douce n'est plus un délit, mais depuis 1992, en revanche, les pouvoirs publics sont revenus en partie sur cette loi. Reportage et enquête à Madrid, Dorothée Olyric, Philippe Montoisi. Drogue dure, drogue douce, ils n'iront pas en prison pour en avoir consommé. En Espagne, se droguer n'est pas un délit. L'usage est autorisé, mais pas la détention ni le trafic. Les Espagnols, libéraux de la première heure en matière de drogue, ont pourtant revu leur position. Désormais, il est interdit de fumer des joints ou de se piquer dans des lieux publics, ce qui était devenu extrêmement courant dans les années 80. Les gens ont peur maintenant. Ils se cachent, ils se trouvent des planques. Tout se fait beaucoup plus discrètement qu'avant. Faut faire gaffe. Avant, c'était la folie. Mais je n'aime pas qu'on légalise l'héroïne, parce que je pense que c'est la mort. Mais si tu fumes du chocolat, du hashish, de marijuana, je pense que pourquoi pas, non? Si les héroïnomanes ont déserté Madrid, c'est pour mieux investir la banlieue. Villaverde, c'est le sud du sud, comme disent les habitants, la plaque tournante de tous les trafics de stupéfiants. Cette association de voisins lutte depuis des années contre l'augmentation de la délinquance, née selon eux de la dépénalisation de l'usage des drogues. La seule chose qui soit dépénalisée, c'est la consommation, pas le trafic de drogue. Et pourtant, dans les faits, il est toléré. Tenez, tout près d'ici, il y a un terrain vague où les dealers vendent leur drogue, sous le nez des flics, en toute impunité. Et bien pourtant, officiellement, c'est tout à fait interdit. Les drogués, il y en a partout. Ils vous demandent de l'argent, ils vous braquent aussi avec des seringues usagées ou des couteaux, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À quelques centaines de mètres de l'association, les jeunes se piquent à l'héroïne. Plusieurs centaines défilent toute la journée. C'est aussi pour cela que l'État a accentué la répression. Se droguer en public peut coûter de 2 000 à 200 000 francs d'amende. Le but de la dépénalisation de l'usage des drogues, c'est qu'un simple consommateur ne se retrouve pas sous les verrous. L'important, c'est l'alternative à la prison, c'est-à-dire un programme de traitement ou alors une sanction administrative. On essaie de les dissuader de consommer, mais en tout cas, pas de prison. Pour ne pas payer d'amende, de plus en plus de jeunes drogués acceptent un traitement de désintoxication. Même s'ils ont touché le fond, ils sont toujours pour la dépénalisation du cannabis, mais plus pour celle des drogues dures. Rencontre aujourd'hui à Paris entre le ministre des Affaires étrangères et Mme Louise Arbour, procureure du tribunal international contre les crimes dans l'ex-Yougoslavie. Louise Arbour avait sévèrement critiqué la France ces derniers jours, accusant nos militaires de fermer les yeux sur la présence de criminels de guerre en Bosnie dans les zones qu'ils contrôlent. Pour Hubert Védrine, ces allégations sont scandaleuses. Louise Arbour est repartie cet après-midi sans faire de déclaration, un simple communiqué beaucoup moins virulent à l'égard de la France. Et puis le président Jacques Chirac, lui, est arrivé aux Émirats Arabes Unis, escorté d'une importante délégation d'industriels, notamment dans le domaine de l'armement. Nos échanges avec les Émirats Arabes Unis dans ce domaine sont très importants.
L'empire Fiat vient de perdre son futur héritier et patron désigné, le neveu de Giovanni Agnelli, mort à 33 ans des suites d'un cancer. Alberto Agnelli avait été choisi à la place des propres enfants de Giovanni, reconnu pour ses qualités d'homme d'affaires et sa discrétion. L'empire Agnelli, c'est une entreprise internationale connue dans le monde entier, mais aussi une grande saga familiale. Rome, Alain Chalvron. Une minute de silence sur tous les stades d'Italie hier. Un signe de croix furtif de l'entraîneur de la Juventus. Un dernier applaudissement de la foule. L'honneur réservé au roi. Au futur roi, entraîné à 33 ans dans la plus stricte intimité dans ce cimetière de la région de Turin. Giovannino avait séduit l'Italie. Du charme, il en avait à revendre l'héritier de Fiat. Beau, simple et riche, marié à une ravissante américaine, papa d'une petite fille de 3 mois. Et doué en plus. Depuis 1993, il présidait aux destinées de Piaggio Vespa, héritage de sa mère. Il avait spectaculairement redressé l'entreprise en payant de sa personne, tellement qu'il avait été désigné par son oncle Gianni, le légendaire patron de Fiat, pour prendre l'an prochain les rênes du groupe, destin brisé par la maladie, un terrible et rarissime cancer de l'intestin. Destin qui s'inscrit dans la légende d'une entreprise et d'une dynastie comme nul autre identifié à un pays tout entier, Fiat et la famille Agnelli. C'est l'arrière-grand-père de Giovannino qui fonde la fabrique italienne d'automobiles de Turin, Fiat en abrégé, en 1899. Il en fait très vite une entreprise modèle avec cette usine ultramoderne pour l'époque, dont la chaîne de montage se terminait par cette incroyable piste d'essai sur le toit. Premier drame dans la saga familiale. Le fils du fondateur meurt dans un accident d'avion. Gianni, le petit-fils, est à l'époque un peu jeune, style Dolce Vita, amateur de femmes et de ski. Il préfère laisser les rênes à ce petit monsieur, Valletta, qui permettra aussi à la famille Agnelli de ne pas se salir les mains avec le fascisme. En 1966, le playboy rompt avec la Dolce Vita et se consacre corps et biens au groupe qu'il va faire fructifier et diversifier, rachetant toute l'industrie automobile italienne, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, et prenant des intérêts dans des entreprises comme le Club Med. L'an dernier, il annonce son départ à la retraite et met en piste son neveu Giovannino, celui-là même qui vient de mourir, comme sont morts également cette année 2 de ses cousins, laissant la dynastie désemparée. Après la catastrophe d'Irkoutsk il y a 15 jours, nouvel accident mettant en cause un appareil d'une compagnie de l'ex-Union soviétique, le Kazakhstan en l'occurrence. L'appareil s'est écrasé cet après-midi près de l'aéroport de Sharjah dans les Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'un Tupolev 154 qui avait à son bord 86 personnes. Il n'y a que 2 survivants aux dernières nouvelles. La Russie s'est engagée dans un programme international de désarmement nucléaire, mais elle n'a pas les moyens financiers de le mettre vraiment en place. Elle fait donc appel aux Occidentaux, notamment à la France. Et à cette occasion, eh bien, nous découvrons dans l'ex-Union soviétique des cités interdites qui ne figuraient sur aucune carte et renfermaient des secrets jusqu'à présent très bien gardés. Reportage Laurent Boussier, Franck Brisset. Petit matin glacial dans la banlieue de Novosibirsk. Depuis 50 ans, dans cette ville de Sibérie, tout est consacré à l'armement et à l'atome. Cet endroit s'appelle le combinat de concentrés chimiques. Parmi ces militaires en uniforme, une quinzaine d'ingénieurs français. Ce matin, comme tous les jours depuis qu'ils travaillent ici, ils tapent leur code d'accès secret sur de vieux claviers mécaniques. Spécialistes du commissariat à l'énergie atomique, ils viennent de pénétrer dans cette zone classée secret défense. Au milieu de bâtiments vétustes, de canalisations rouillées, entre des cheminées fumantes et des dépôts de fûts dont nous ne connaîtrons jamais le contenu, ces Français ont dirigé la construction du bâtiment 737. Ce hangar, jaune pâle, destiné au stockage de matières chimiques issues du démantèlement des missiles nucléaires russes. Dans le cadre du désarmement nucléaire, la Fédération de Russie est amenée à détruire plus de 30 000 armes nucléaires. Cela représente une lourde contrainte technique et financière, et pour cela, ils ont fait appel à la France. Des missiles aussi délicats à détruire qu'ils ont été compliqués à construire. Il aura fallu 2 ans de négociations avec le ministère russe de l'énergie atomique et 2 ans de travaux pour arriver à cette construction sophistiquée aux normes de sécurité maximum. C'est dans 3240 conteneurs comme cela que sera stocké l'hydrure de lithium, un produit dangereux qui s'enflamme ou explose au contact de l'eau et dont chaque missile nucléaire russe contenait environ 40 kg. Alvéoles étanches, portes blindées, coupe-feu, climatiseurs, équipements électriques, caméras de sécurité, postes de contrôle, tout a été conçu pour résister au climat sibérien et aux actes de malveillance.
Tous ces équipements viennent de France et ça n'a pas été facile. Contraintes administratives très lourdes, qu'elles soient douanières, qu'elles soient policières, qu'elles soient administratives. Beaucoup de tracasseries qui sont loin de nous avoir facilité la vie. Offert clé en main par la France à la Russie dans le cadre d'un programme d'aide au désarmement, ce bâtiment a eu d'autres conséquences. Il a révolutionné les mentalités locales. Ici, durant des décennies, on a pratiqué le culte du super secret. C'est à Novosibirsk qu'aurait été construite la première bombe atomique soviétique. L'arrivée des Français a obligé les autorités à ouvrir les portes. Désormais, nous organisons même des excursions dans nos locaux. Comme ça, chacun peut constater que nous prenons toutes les précautions et qu'il n'y a rien à craindre en matière d'environnement. Si cette collaboration franco-russe sur le désarmement nucléaire est une grande première pour les habitants de Novosibirsk, la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ils savent à peu près ce qui se passe à l'intérieur de cette zone, jusqu'à présent classée secret défense et totalement interdite. Le sport avec un dérapage imprévu en ce début de saison pour la championne du monde de ski française Carole Merle. Tout au long de sa carrière, elle avait amassé un beau magot qu'elle avait investi dans les affaires. Mauvaises affaires puisqu'elle annonce aujourd'hui qu'elle est ruinée. Yann Lavoie, Didier Guyot. 1993, Morioka au Japon. Carole Merle devient championne du monde. Elle est au sommet de son art. Pendant 8 années, Carole va se forger le plus beau palmarès du ski féminin français. Plus de 20 victoires et 40 podiums en Coupe du Monde et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Son toucher de neige fait des envieuses, ses médailles aussi. Car Carole Merle fait fructifier ses succès. Elle a un agent, des sponsors et pense tout naturellement à son avenir. Pour les années à venir, pour mes enfants et tout, je commence à y penser, quoi. Je me dis, ce serait bien d'avoir quand même quelque chose de côté pour ne pas être sans rien. C'est à cette époque qu'elle confie son patrimoine à son oncle notaire. Elle est assurée de son désintéressement, de sa confiance et sa discrétion. Et là, celui-ci fait de très mauvais placements immobiliers. Il dilapide l'argent de sa nièce et lui laisse un déficit de 70 millions de francs. J'ai un sentiment de gâchis énorme. J'ai gagné plus de 23 millions de francs sans jamais trop regarder, parce que moi, je me disais, bon, c'est pour mon avenir, c'est pour le futur, c'est pour mes enfants ou mes parents. Et donc maintenant, je me retrouve dans une situation psychologique très très difficile à gérer. Et j'avoue que je souhaite ça à personne. Aujourd'hui démunie, Carole a entamé une action en justice pour prouver son innocence, reprendre espoir, pour retrouver son sourire. À quelques jours de Noël maintenant, une idée de cadeau original pour ces fêtes de fin d'année. Un très bel ouvrage signé Jacques Attali, l'ancien conseiller du président qui aimait donner du temps au temps. Ce livre est intitulé Mémoires de sablier, le seul moyen de matérialiser le temps. Et on peut dire que Jacques Attali n'a pas perdu son temps en l'écrivant, ni Gérard Dalmaz en le racontant. Chaque grain est un instant. Le temps, disait Aristote, est la structure reliant les instants de l'homme. Depuis toujours, l'homme cherche à mesurer le temps. Le sablier est né d'un génie inconnu vers le XIVe siècle. Il est utilisé par Christophe Colomb sur ses bateaux et même jusqu'en 1914 par la marine britannique. Le diaphragme, reliant les fioles, règle savamment le débit du sable qui coule, donc du temps qui passe. Le même chez les manants que chez les princes. Ça, c'est un sablier italien du début du XVIIe siècle. Coquille d'œuf broyée, poudre d'or, minerai haché menu, ou vrai sable, c'est la trace matérielle du temps immatériel. Il résout la question du temps qui passe. Il nous dit, voilà, le temps est fini, mais il commence à couler. Mais en même temps, il vous dit le temps qui reste, ce que les hommes ne savent pas. Mais il vous dit chaque grain est important. On a l'impression que chaque grain n'a aucune importance, on ne le voit même pas. Mais il s'accumule et il finit par faire beaucoup de choses. Et il nous dit, profitez de chaque instant est précieux, unique, irremplaçable, irréversible. Signé Jacques Attali, Mémoires de sablier, cet ouvrage montre en 250 pièces historiques l'importance des sabliers, y compris dans la vie d'Attali. Certains croient tuer le temps, c'est le temps qui les tue. Des peintures, les célèbres vanités, nous rappellent que notre agitation est vaine face au temps. Mais tout homme qui crée, qui transmet, souffre moins de voir se vider l'horloge à sablon, comme l'on disait joliment au XVIIIe siècle à Nuremberg ou à Venise. À la fois notre pire ennemi et notre bien le plus précieux,
le temps demeure aussi facile à capturer qu'une bulle de savon. Avant de nous quitter, il nous reste le temps de vous rappeler les principaux titres de l'information de ce lundi. D'abord, les Restos du Cœur qui ont ouvert leurs portes. Au moins 60 millions de repas prévus. Les restos sont désormais aussi bien implantés dans les grandes villes que dans les zones rurales. Inquiétude, le sang d'un Anglais mort de la maladie de Creutzfeldt-Jakob aurait contaminé près de 300 citoyens irlandais et peut-être d'autres en Europe. Désarmement des polices municipales à Aix-en-Provence et Strasbourg. Des maires socialistes sont contre les propositions du ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Dans un instant, la météo Sophie Davant. On attend de fortes intempéries, attention, dès cette nuit et demain dans le sud. Et il neige déjà ce soir dans la vallée du Rhône. Ce soir, aux environs de 23 h, d'un monde à l'autre, l'émission de Paul Amar aura pour thème comment vivre avec moins de 5 000 francs par mois. Il sera question également du surendettement. Et puis demain matin, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Guillaume Sarkozy, président de la commission entreprise et emploi du patronat, le CNPF. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.